J'ai le plaisir d'accueillir donc mes trois panélistes, donc Hélène, Jean-Paul, Muriel. Il faut venir me rejoindre. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Je vous propose, parce que nous on se connaît bien, mais peut-être que c'est pas le cas ici, qu'on commence juste par un tout petit tour de table, et le mieux c'est que ce soit vous qui vous présentiez plutôt que moi qui vous présente. Je vais vous demander à chacun d'introduire peut-être qui est votre entreprise, quelle est votre entreprise, et puis qui vous êtes aussi. Donc peut-être Hélène, on commence par toi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là, ça fait plaisir de voir des visages, de voir des sourires, de voir des yeux qui brillent. On en a tous manqué, donc voilà, ravi d'être là. Donc, je suis Hélène Bernico, directrice générale du Crédit Mutuel Arkea, depuis 2 ans maintenant. Donc, Crédit Mutuel Arkea, c'est, je vais essayer de résumer en 3 mots, c'est un groupe coopératif territorial qui évolue sur les métiers de la banque, finance, assurance, à la fois banque traditionnelle, mais aussi banque en ligne, mais aussi B2B, mais aussi marque blanche, mais aussi gestion d'actifs. C'est un groupe qui est aussi très innovant et ouvert, parce qu'on a la particularité d'être de taille intermédiaire pour une banque et par rapport aux grosses banques françaises. Donc on est peut-être un peu plus innovant et un peu plus ouvert que les autres, parce qu'on a besoin de faire avec d'autres pour continuer à grandir. Il n'a rien dit encore, il en prend une. Et le dernier point, c'est qu'on est un groupe responsable avec un vrai engagement autour de la finance durable. Et puis je terminerai en disant qu'on a une belle trajectoire de croissance sur les 10 dernières années, croissance à la fois en termes de total bilan, mais surtout d'effectifs, de résultats, et peut-être quelques chiffres du coup. Donc c'est 11 000 collaborateurs, le Crédit Mutuel Arkea, c'est un total bilan de 180 milliards. Et puis un dernier chiffre, c'est des recrutements en hausse dans un secteur bancaire qui est plutôt pas très épanoui en la matière. Donc c'est peut-être une de nos plus grandes fiertés sur les 5 dernières années, d'avoir continué à recruter, d'avoir continué à se développer. On abordera ce sujet, juste tout petit mot. Qui es-tu, toi, Hélène? Donc moi, je suis directrice générale Crédit Mutuel Arkea. Peut-être, je sais pas si ça fait 2 ans, ce que je disais tout à l'heure, 2 ans, j'ai succédé à Ronan Lemoyle. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le groupe, donc on a la particularité aussi d'avoir un groupe qui permet beaucoup de mobilité interne, et en général quand on regarde les 4 dirigeants, mais en fait ils viennent quasiment tous de l'interne, donc j'en fais partie. Un groupe aussi, j'ai la parole, je la prends du coup un petit peu, qui est très engagé sur l'inclusion et la mixité. Voilà, très engagé sur la mixité, l'inclusion, et c'est pas un hasard si finalement on a une femme à la tête de ce groupe, et je dirais même 2 femmes, puisqu'on a aussi l'originalité d'avoir nommé, donc je suis directrice générale et j'ai une directrice générale déléguée avec qui on co-dirige vraiment de manière très collaborative ce très joli groupe. Et donc c'est un plaisir d'être à la tête de cette entité. Donc 15 ans au Crédit Mutuel Arkea, et avant je viens d'un secteur assez classique qui est l'audit, plutôt l'audit financier, donc chez Mazars en l'occurrence. Voilà. Merci. Muriel, à ton tour, même exercice. Très bien. Donc je serai la non-banquière de... Ça vous apaisera et je ferai l'arbitre ou punching ball, je ne sais pas, entre vous deux. La Poste. Non, on est tous copains. Alors, il se trouve qu'il y a une partie bancaire, mais ce n'est pas celle dont je parlerai le plus si je vous parle de la Poste. Je crois que tu entameras des questions, même si rien n'est préparé, autour de Encore vivant. Ah oui, ça fait partie de mes questions, parce que moi je croyais il y a 20 ans, on m'avait dit que la Poste allait mourir. Enfin, c'est ça. J'en parlerai tout à l'heure. Vivante est debout, 34,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vais vous la raconter comme on la raconte assez peu. 11% de croissance cette année, dont 9% d'organique. 49 pays, la moitié de l'activité portée par le colis, seulement 18% par le courrier. Ça s'appelle une énorme transformation, comme vous pouvez l'imaginer. Ne spoil pas toutes mes questions, toi. Non, mais comme ça t'embête un peu. Après tout, il n'y a pas que nous qui sommes sur le grill. Donc une boîte encore debout, un conglomérat, pétri de valeurs, pétri d'histoire. On aime bien raconter qu'on a 500 ans derrière nous. On a participé à la création de ce pays, de sa cohésion sociale, territoriale. C'est des choses que je porte dans mon quotidien, puisque moi je suis une vieille postière et qui aujourd'hui a le privilège de diriger son engagement sociétal. On l'a appelé comme ça, on ne l'a pas appelé politique RSE volontairement. Tu pourras me poser une question sur pourquoi. Merci de me faire mon texte. Non, mais... Voilà, j'ai aussi le bonheur d'être vice-présidente de l'Axel et d'y amener une touche qui est très bien portée, très bien relayée côté RSE, inclusion et poser ces défis du numérique dans un monde fini.
Et je terminerai par une chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que moi je vis pour une partie, non pas dans cet endroit, mais un peu dans cet endroit parce que je suis aussi vice-présidente de la CCI Île-de-France, en charge du pôle éducatif de la CCI, qui représente à peu près 30 000 élèves, 30 000 apprenants, 17 000 apprentis, avec de très grandes écoles comme HEC, SEC, USCP, mais aussi de très belles écoles d'application comme Gobelin, comme Ferrandi. Et je ne veux pas dire que j'ai le plaisir de vous accueillir ici, mon Dieu, ce serait très prétentieux, mais c'est aussi un endroit qui est pétri de valeurs, qui parle d'avenir, qui décide de porter la jeunesse et d'amener cette jeunesse en capacité de nous fournir les compétences dont on a besoin demain. Et on est ravis d'accueillir l'Axel ici ce soir. Merci. Jean-Paul, à ton tour. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout de suite commencer par dire que je suis admiratif de la réactivité, de l'innovation d'Arkea, de manière à ce que quand je vais parler du Créa à École, ça ne soit pas vu immédiatement comme une comparaison. Voilà. Je suis également admiratif de l'engagement sociétal de la Poste. Il y a plein de choses que l'on fait aussi, mais je voulais vous le dire en introduction. Alors, moi, j'ai 2 casquettes. Je m'occupe au sein du Créa à École de tout ce qui a trait à la technologie. Bon, on va le dire de façon générique comme ça. Donc, ça veut dire la transformation digitale du groupe. Ça veut dire également les paiements, ça veut dire également tout ce qui est l'informatique, l'IT. C'est grosso modo 4,5 milliards de dépenses annuelles, une informatique d'une grande banque comme le Crédit Agricole. Je m'occupe également de la banque, des néobanques du groupe Crédit Agricole. Voilà, je suis également, c'est ma 2e casquette, président du GIE Carte Bancaire. Alors je suis convaincu que vous connaissez tous le logo carte bancaire, mais qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui est capable de me dire à quoi sert le GIE carte bancaire. Mais donc ça, c'est aussi un sujet pour la transformation numérique des paiements. Le groupe Créa École, et je ne vais pas vous la faire très très longue, mais c'est environ 160 000 collaborateurs, c'est la 10e banque mondiale, elle est présente dans une 50aine de pays, elle est présente en Ukraine, avec une très grosse banque là-bas, puisqu'on a 2400 collaborateurs. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation, vous pouvez vous en douter en ce moment. On a toutes les activités traditionnelles d'un grand groupe bancaire, que ce soit de la banque de détail, que ce soit de la banque de financement et d'investissement, de l'assurance, de l'asset management avec une marque que vous connaissez bien qui est Amundi, de Crédit Conso avec Sofinco. Voilà, c'est un portefeuille de marques. On a de la banque de détail à la marque Créa École, souvent dans les régions, LCL, souvent dans les villes. C'est un grand groupe, évidemment, que je ne vais pas passer plus de temps à présenter. Voilà. Bon, et moi, ça fait 25 ou 26 ans que je travaille dans le groupe Créa École. J'ai l'habitude de dire que c'est une boîte extraordinairement compliquée et que les 25 premières années sont les plus difficiles pour arriver à comprendre le fonctionnement. Je suis à peine sorti. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe qui s'appelle Accenture, qui était un moyen groupe à l'époque et un groupe énorme aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré en début de carrière. Donc j'ai cette appétence pour la technologie depuis que je suis tout petit. Voilà. Mais je ne suis pas ni informaticien, ni même ingénieur. Et j'apporte une vision business sur la transformation digitale du groupe. Bon, être ingénieur n'est pas une insulte, je suis un ingénieur, mais je te taquinais. Justement, garde le micro. Alors, juste une petite règle pour tout le monde, il n'y a pas de règle en fait. J'ai des questions, mais de toute façon, j'en ai trop pour les 40 minutes qu'on a. Donc, n'hésitez pas à les couper, à rebondir chacun sur ce que vous avez envie. Voilà. Mais la première, puisqu'on commençait sur le sujet, le thème de cette table ronde, c'était un peu la transformation digitale de nos entreprises, avec nos entreprises et de nos entreprises. Donc déjà, peut-être la transformation digitale dans la banque, puisque tu avais le micro. C'est une évolution ces 10 dernières années ou une révolution de ton point de vue ? Je pense que c'est une révolution. Ça va plus loin qu'une simple évolution. La transformation digitale, c'est dans tous les secteurs. Je ne vais pas vous faire un cours ici à la selle, mais pour moi, c'est l'appropriation des opportunités qu'offre la technologie pour être plus efficace. Voilà. Ce qui est présenté comme ça signifie qu'il n'y a pas une cible, il n'y a pas un objectif à atteindre, mais il y a un chemin à prendre parce qu'il y a toujours des opportunités technologiques supplémentaires et on peut toujours progresser, que ce soit dans la relation client ou dans l'efficacité des collaborateurs. Par contre, il y a un prérequis qui est d'adapter le fonctionnement de l'entreprise pour être capable d'intégrer ça et de comprendre la technologie.
Ça passe par des dirigeants qui sont évidemment appétents à la technologie, ça passe par plein d'organisations différentes, ça passe par plein de choses différentes, et en particulier une ouverture vers l'extérieur. Donc ça, c'est un prérequis, mais après, c'est un chemin. Ce prérequis, il est déjà énorme. Il y a une marche énorme à passer. Alors pourquoi c'est une évolution, pourquoi c'est une révolution et pas une évolution? Parce que de nombreuses banques ont, depuis des décennies, utilisé les ruptures technologiques pour essayer d'améliorer le système existant de la banque. Et c'est ça que je mettrais comme une évolution, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai mon système avec mes agences, avec mes conseillers, une très forte empathie, proximité sur le terrain, et je vais prendre des technologies, la banque par téléphone dans les années 90, Internet en 2000, la data, etc., pour essayer d'améliorer les choses dans quelque chose que l'on pourrait décrire en disant, c'est de l'humain augmenté par de la technologie. Je rends l'humain plus efficace dans sa relation avec les clients. Le digital, c'est pas ça. Le digital, dans nos métiers qui nécessitent une très forte imbrication entre le digital et l'humain, ben c'est l'envers, c'est le côté inverse. Il faut du digital en premier, rehaussé par de la responsabilité humaine. C'est-à-dire il faut donner l'intégralité de la relation possible pour le client qui veut faire du self-care, mais être capable de lui proposer des process qui sont interruptibles, qui sont interopérables, et surtout, quand il le souhaite, d'avoir un humain en responsabilité capable de résoudre ses problèmes. Et ça change tout. Ça change tout. C'est plus possible de laisser cet humain exclusivement dans des agences, dans des horaires d'ouverture traditionnels, dans un niveau de compétence qui est inférieur à celui que le client trouve dans le digital. Et ça, c'est une véritable révolution. On en est loin de cette cible, parce qu'on est encore une fois, dans l'humain rehaussé par le digital. J'allais te dire que tes clients n'y sont peut-être pas tous non plus. Pardon ? J'allais te dire que tes clients n'y sont peut-être pas tous non plus. Une grande partie des clients le sont, parce qu'ils veulent du digital en self-care le plus possible. Et puis parce que quand vous êtes client des N26, Revolut ou des banques, ou des banques, des néobanques, vous êtes complètement sur le digital. Ce qu'on peut offrir, nous, en grande banque, et Arkea est pareil que nous, c'est justement quelque chose de plus que du simple digital. Mais les clients, ils veulent d'abord du digital. Encore une fois, je ne recommence pas. Ils veulent après de l'humain au-delà. Alors justement, j'allais rebondir sur toi, Hélène. D'abord, une réaction peut-être à ce que vient de dire Jean-Paul. Et puis, ça veut dire quoi, cette transformation digitale, cette révolution digitale, pour des banques aussi anciennes, pardon d'utiliser ce terme, et implantées dans les territoires? D'abord, sur le fond, bien sûr que je partage le constat. Je pense qu'on est complètement d'accord sur le fond. Peut-être la petite nuance que j'apporterais par rapport au terme évolution-révolution, je pense que le sujet, il prend quand même du temps. On le voit, ça fait déjà quelques années en fait, qu'on parle de ces sujets-là. Ça fait, quand on regarde nos métiers, en fait, on a 3 types d'opérations. On a les transactions à travers les paiements. Donc là, on voit que la digitalisation, elle s'est extrêmement accélérée. On a tout le sujet des opérations qui est en train d'accélérer de manière aussi très importante. Et aujourd'hui, on va même digitaliser la relation. C'est-à-dire que jusqu'à la relation, on voit bien, et avec la crise Covid, le sujet s'est fondamentalement accéléré, jusqu'à l'échange avec le conseiller, le collaborateur, il peut se faire à distance. Donc on est vraiment dans une accélération, mais en même temps, on prend un peu de temps. Et je pense qu'on peut prendre le sujet même différemment. En réalité, notre question, c'est où mettons l'humain ? Quand mettons l'humain et comment on le met? Et ça nous pose la question de la joignabilité, de l'expertise. Et en fait, l'humain, il faut le mettre sur de la valeur ajoutée, sur de l'expertise. Et on le voit aussi quand on regarde nos différents métiers. C'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont plus ou moins impactés. Si je prends par exemple la banque de détail, on est, à destination des particuliers, on est très impacté. Sur tout ce qui est entreprise ou plus gros institutionnel, où là, on a des opérations un petit peu plus complexes, on est légèrement moins impacté parce qu'en fait, ce qui compte, c'est encore la relation, la valeur ajoutée, la confiance. Donc, c'est un élément clé. Et je terminerai juste en insistant sur un point. C'est le risque d'exclusion que l'on peut avoir. Donc ça, c'est un point d'attention très fort. Et je pense je vais revenir, c'est un des thèmes forts à l'Axel. C'est de dire, attention à ne pas exclure certaines populations, certains territoires aussi potentiellement. Et attention à faire en sorte... et d'ailleurs, la technologie peut nous aider. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que maintenant la technologie arrive aussi sur ces sujets-là. Donc, voilà. Alors ça, c'est de ma faute, comme je ne partage pas mes questions avant, ils ne peuvent pas savoir que j'ai 4 questions dessus. Alors quand même, tu me fais rebondir sur 3 sujets. Le premier, tu viens de citer donc, 3 métiers, transactions, opérations et relations.
on l'a tous vu, surtout qu'il y a beaucoup d'acteurs du paiement ici. Le Covid a été un accélérateur, un briseur de barrières, en particulier dans le paiement. Hein. On nous expliquait que ça allait monter doucement avant le Covid, puis alors tout d'un coup, alors les limites qui étaient impossibles avant, etc. On y va. Un autre sujet d'ailleurs, toujours dans le transactionnel, il y a quelques années, le paiement par QR code était mort. Hein. On a fait des tonnes de conférences à l'Axel sur le sujet. Puis alors maintenant, ça revenait de partout, ça revenait des centres, vu qu'on nous identifie dans les bars tabac avec un QR code, pourquoi pas payer avec. Ma question, c'est sur les deux autres thèmes. Opération et relations, est-ce que tu dirais la même chose, que cette crise Covid a vraiment drastiquement accéléré des choses qui pouvaient paraître impossibles ou très très longues? Oui, c'est clair. Alors après, quand on regarde finalement cette digitalisation, cette transformation, pourquoi elle est arrivée? Elle est arrivée parce que les clients l'attendent. Elle est arrivée parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui viennent sur nos métiers avec de la techno. Elle est arrivée parce que la techno nous permet de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit que grâce à la technologie et notamment à l'intelligence artificielle, par exemple sur le volet opération, on peut gagner énormément en efficacité opérationnelle. Et l'intérêt, les collaborateurs le comprennent bien, c'est de focaliser l'humain sur la valeur ajoutée et finalement digitaliser. Et c'est dans l'intérêt du client, du collaborateur, et j'allais dire même de la planète aussi, digitaliser tout ce qu'on peut digitaliser et mettre l'humain là où il a un rôle et de la valeur ajoutée, il y en a énormément. Et l'idée, c'est que nos métiers, finalement, et là où on va mettre nos collaborateurs, ça va être sur cette valeur ajoutée au bon moment qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Promis, je vais bientôt à toi, Muriel, mais... c'est pas grave. Puisque je suis sur les banques... Ouais. Je peux faire un truc, si tu veux. Non, je termine sur la banque et hop, je rebondis sur toi, tu vas voir, ça va bien se passer. Jean-Paul, ce que... Non, mais moi, je veux répondre à Révolution-Évolution. Hein. Mais je vais y venir, tu t'inquiète pas. C'est pas pour rien qu'elle est ma vice-présidente, elle me tient tête tout le temps. Jean-Paul, Hélène vient de souligner la question de où on met l'humain, et tu en parlais tout à l'heure aussi. Est-ce que tu dirais que cette crise Covid a aussi permis, dans les relations avec l'ensemble des collaborateurs et les différentes composantes d'un grand groupe compliqué dont tu as eu besoin de 25 ans pour appréhender un peu tout ça, d'accélérer ou peut-être de même pouvoir mettre en place des choses qui pouvaient te paraître impossibles il y a à peine 3 ans? Oh oui, je crois qu'on a tous compris en 3 semaines, au mois de mars 2020, que les choses avaient changé radicalement et qu'il fallait donner des possibilités de travail à distance pour quasiment tous les collaborateurs d'une banque. Je dis quasiment tous, c'est des certaines professions où c'est un tout petit peu compliqué, des opérations de marché qui sont un peu compliquées à faire à distance. Mais pour le reste, et il faut saluer le formidable travail qui a été fait par l'ensemble des informaticiens de toutes les entreprises, banques et autres, en 3 semaines, d'arriver à donner des capacités d'accès à distance pour quasiment tout. Donc on a compris à ce moment-là que les pudeurs que l'on pouvait avoir par rapport, ou les réticences qu'on pouvait avoir par rapport au télétravail, sur le fait que les gens qui étaient en télétravail travaillaient moins, on a démontré que c'était complètement différent. Et on a passé un cran, ça a déstabilisé les organisations, ça a déstabilisé l'échelle managériale, ça a obligé à penser différemment. Le balancier est sans doute allé un petit peu loin à un moment en disant on en profite, on fait que du flex office et on pousse des entreprises qui ont dit j'ai même plus besoin d'avoir un siège et donc je fais tout à distance. Je pense qu'il faut retrouver un certain équilibre entre cette capacité qu'on offre aux collaborateurs, du travail plus en présentiel pour arriver à recréer de la dynamique et du sentiment d'appartenance. Mais oui, ça a terriblement changé. Et là il y a une rupture. Et là, c'est pas une évolution lente. Ça a été une rupture très très forte. Donc la digitalisation des opérations aujourd'hui, des traitements de back-office, etc., c'est une réalité. Oui, puis il y a une demande à la fois des collaborateurs d'être équipés de matériel pour être capable de faire ça. Il y a une demande des clients qui s'est accentuée pour dire mais attendez, moi j'ai pas besoin de venir et donc vous faites tout le maximum à distance. Donc oui, ça a été une très forte accélération sur tous ces demandes et ces comportements. Alors Muriel, voilà, je viens à toi. Oui. Même si en fait là on vient de parler d'un anniversaire, parce que tu viens de citer où on était il y a 2 ans, je vous engage à essayer de vous rappeler le 29 mars 2020, j'ai l'impression qu'il y a une éternité là, qui est passée. Je disais en introduction qu'il y a une petite vingtaine d'années, les dirigeants de la Poste avaient fait d'ailleurs un certain nombre de rapports, etc., pour expliquer, à horizon 20 ans, on aura perdu X milliards, et je crois que le X était assez élevé, de chiffre d'affaires, parce que des régulations, donc 5 milliards en moins pour le courrier, parce que concurrence, donc ça en moins pour les colis, parce que voilà. Et tu nous parlais de croissance tout à l'heure, tu nous parlais de développement. Donc, est-ce que pour toi, cette évolution ou révolution, c'est ça qui a permis de transformer le groupe aussi? Alors, pourquoi je dirais révolution? Deux sujets majeurs pour moi, qui ne valent pas d'ailleurs que pour la Poste, c'est que cette révolution digitale, elle a amené pour nous, en concurrents, des acteurs qu'on n'aurait jamais imaginé être un jour nos concurrents. Ça, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, ça n'arrive pas de là où on éclaire et là où est la lumière, du réverbère.
Et on avait tout faux. C'est-à-dire on n'a pas du tout imaginé qu'on aurait un jour comme concurrent un libraire. Voilà. Amazon, c'est un libraire à l'origine, au tout début. Et ça c'est la première grande révolution. La deuxième, c'est que c'est un énorme transfert de pouvoir aussi au consumer, au client final, qui devient rare parce qu'il zappe. Et le temps béni des fournisseurs qui font la règle, qui posent le marché parce que le bien est rare et donc on peut imposer nos conditions au marché. Par exemple, ce sera fermé le samedi parce que nos collaborateurs n'ont pas envie de bosser le samedi et que c'est mieux comme ça. Ce temps-là, il est révolu et ça fait très très mal. Donc ça fait mal évidemment dans un univers postal, mais ça déstabilise à peu près tous les univers traditionnels qui sont les nôtres. Alors nous, ça nous a fait doublement mal, puisqu'on a affronté un énorme transfert qui est plus que technologique. C'est-à-dire qu'on a l'activité reine, qui est le courrier, qui fait aujourd'hui 18% du chiffre d'affaires. 18% du chiffre d'affaires. Nous avons en 2018 engrangé l'équivalent du chiffre d'affaires que nous faisions en 1918 sur le courrier. C'est-à-dire que nous avons effacé en l'espace de 10 ans, 90 ans de croissance, et c'est à peu près en termes de perte de chiffre d'affaires la disparition de Naval Group qu'il a fallu avaler. Et toujours debout. Oui. Alors toujours debout, vous me direz, ouais, super, vous avez le colis. Donc effectivement, nous avons l'activité colis, mais l'activité colis, c'est une activité qui est d'une toute autre nature, et en termes de rentabilité et en termes d'efficacité. Bien évidemment, les volumes de colis que nous traitons sont sans commune mesure avec les volumes de courrier que nous traitions. Et donc, on avait toute une organisation qui était à revoir et à revoir en profondeur. C'est ce qui a été fait. Et au fond, ce qui a été fait en se posant la question de c'est quoi nos métiers ? Au fond, qu'est-ce qu'on vend à nos clients ? Qu'est-ce qu'ils nous achètent ? Qu'est-ce qu'on apporte à la société ? Qu'est-ce qu'elle nous achète ? Et comment est-ce que ces métiers-là, on peut aller les porter, ces valeurs-là, aller les porter dans des univers qui sont des univers peut-être étonnants, qui sont par exemple ceux de la confiance, vous parliez de confiance, où on décide à ce moment-là d'aller pousser nos marques de confiance dans des univers tech, où nous étions peut-être peu attendus, typiquement dans la e-santé, c'est une des poussées de DocaPost. Au début, on nous dit mais c'est quoi donc que vous venez faire là-dedans ? Je dirigeais DocaPost à ce moment-là et je m'en souviens encore avec un côté un peu condescendant disant mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur nos appels d'offres dans la e-santé ceux-là ? On amène quelque chose auquel moi je croyais beaucoup, à savoir la confiance, le besoin d'avoir des univers dans lesquels certaines données ne soient pas des données totalement public, totalement non protégé, totalement livré, et nous gagnons le marché. En l'occurrence, 40 millions de dossiers patients, 40 millions de dossiers pharmaceutiques, et on a poursuivi comme ça cette histoire dans, au fond, nous, qu'est-ce qu'on vient vous vendre ? On vient vous vendre de la confiance numérique. Ça a marché dans l'univers du BI, et ça a marché dans l'univers du SI. Aujourd'hui, 500 000 identités numériques, qui sont des identités numériques de la Poste, distribué par la Poste, plus de 7 millions de Français qui ont un coffre-fort électronique dans lequel ils versent leurs documents, donc y compris le SI. Donc une des solutions, sans doute pas la seule, mais une des solutions pour faire face à cette perte massive de chiffre d'affaires a été de redéployer vos valeurs sur des métiers du digital. Absolument. En réinventant plein de nouveaux métiers, mais juste en gardant les valeurs à la base, quoi. Alors, pas que sur du digital, on s'est diversifié dans énormément d'activités. L'activité du service, je suis assez branché digital ce soir. Donc, bien sûr, mais je suis obligée de le dire parce que c'est quand même très important. Mais effectivement, dans le digital, on a osé quelque chose qui a été de dire on ne va pas venir avec un bagage tech, je dirais d'évidence, même si on l'amène. Aujourd'hui, on a une très grosse présence en IA et de belles compétences en IA, plus de 300 data scientists, et on a fait des acquisitions. Mais on est venu avec quelque chose auquel on croyait, qui est cette idée de confiance numérique pour le BI et pour le SI. Juste avant j'avais envie de rebondir sur un point avec Jean-Paul sur ce que tu viens de dire, mais tout à l'heure, Hélène a évoqué le sujet de l'exclusion, et je sais que c'est un sujet qui était cher, on en parle souvent à l'Axel. Et à la Poste, vous êtes au premier plan. Oui.
pour voir ce risque. As-tu l'impression, et j'aurais presque la même question pour les trois, et on pourrait y revenir à un autre moment si vous le souhaitez, mais as-tu l'impression qu'aujourd'hui, le pli est pris, où il y a quand même encore un vrai risque de fracture entre ceux, comme ceux qui sont là, ici, ce soir, a priori vous êtes dedans, c'est bon, et ceux qui sont peut-être dehors, voire même très dehors, et qui peuvent avoir encore peur de cette transformation, surtout que, comme vous l'avez tous évoqué, elle s'accélère gravement. Donc si on était juste sur le côté, le train il est peut-être un peu loin. 13 millions, hein. Ouais. 13 millions d'électronique en France, ça fait beaucoup quand même, hein. 13 millions. On peut rappeler ce qu'on appelle 13 millions 13 millions d'électronique en France, ouais. La moitié, grosso modo, pour des problèmes d'accès, et l'autre moitié pour de vraies difficultés à maîtriser l'outil et surtout à maîtriser la logique de l'outil. C'est pas parce qu'on sait d'ailleurs se servir d'un smartphone qu'on sait se servir d'un PC et notamment d'un clavier. C'est très difficile de se servir d'un clavier quand on a des problèmes de disque, quelque chose. Merci beaucoup. Donc 13 millions. Moi, ce que je crois, c'est que ça n'est pas qu'une histoire de senior plus. Parce que arrivent d'autres vagues de digital, qu'il s'agisse d'IA, qu'il s'agisse de méta, je ne sais pas ce qui arrivera après, et qui vont aussi créer leurs fractures. Donc je pense que le sujet sera différent, mais il existera. Sachez qu'aujourd'hui, donc la Poste, elle touche à peu près en inclusion numérique à peu près 500 000 personnes par an. Donc on peut véritablement parler d'un savoir. On apprend à des gens à se servir de Doctolib. Parce que ça n'est pas qu'une question de je ne sais pas me loguer, c'est aussi une question d'usage. Post-crise, ne pas savoir se servir de Doctolib, c'est un vrai gros problème. Et tout comme ne pas pouvoir déclarer ses impôts en ligne. Absolument. Pronote. Moi, on a des petits films de témoignages de mamans. Alors effectivement, elles sont peut-être pas nées pas très loin d'ici, c'est certain. Mais néanmoins de jeunes mamans qui racontent comment on leur a appris, en se servant de Pronote, à être capables de suivre le travail de leurs enfants et de lire les mots des profs. Tout se digitalise. Il n'y a pas d'abri anti-numérique. Et donc, c'est ça dont on parle aussi lorsqu'on parle de fracture numérique. Pas seulement de seniors qui ne savent pas ouvrir leur tablette ou qui ont des difficultés à accéder à un PC. Sur ce sujet, Jean-Paul, est-ce que dans une grande banque comme le Crédit Agricole, il y a aussi ce grand écart? Peut-être tu disais que beaucoup de tes clients réclament des services comme N26 Revolut, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui des fois disent vous me perdez en route, moi je veux vraiment garder mon... Oui, bien sûr. Et pour moi, le digital doit rendre la vie plus humaine, pas moins humaine. Ça signifie que ça permet aussi de réduire des fractures géographiques. Il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, les premiers utilisateurs de la Redoute, c'est parce qu'ils n'habitaient pas en ville. Donc ça permet aussi de réduire des fractures géographiques, mais ça peut aggraver des fractures numériques au sens de j'ai pas l'accès parce que je ne sais pas m'en servir, une grande partie de ça. Et c'est vrai que la Poste, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel dans certaines régions jouent clairement un rôle de service de proximité, de présence. C'est très important pour nous ce contact avec, on a 25 millions de clients, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais et il y a des endroits où on a 50% de part de marché, donc on est obligé d'être présent, de conserver des agences, de conserver du personnel sur les territoires, parce qu'on a ce service à rendre aussi. Et on ne peut pas s'en aller. On ne peut pas s'en aller parce que la raison d'être même du groupe Crédit Agricole, c'est de servir les clients et la société tous les jours avec utilité. Et ce n'est pas forcément de dire comment est-ce que je me rends systématiquement plus efficace si c'est au détriment du service que l'on peut rendre aux clients. C'est une réflexion long terme. Sinon, c'est des clients que tu perdras aussi de toute façon. C'est une réflexion long terme. Peut-être, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je crois que l'enjeu, c'est de dire qu'il faut pouvoir laisser le choix. Celui qui veut faire tout en digital, qui est à l'aise, ça lui fait gagner du temps, il a besoin de se déplacer, très bien. Mais il faut pouvoir avoir la solution pour celui qui a besoin de temps en temps au bon moment ou qui préfère tout simplement la relation de confiance. Et tout l'enjeu, il est là. Je pense que là-dessus, on le partage, et notamment par rapport à ce sujet des territoires et de certains territoires un peu... Dans des groupes qui font 10 000 ou des centaines de milliers de collaborateurs, j'imagine qu'il y a aussi une diversité d'appétences technologiques. Comment vous emmenez ces collaborateurs avec vous parce que l'idée, c'est de construire avec eux, j'imagine. Donc comment vous les emmenez
avec vous dans cette transformation, d'en vouloir aller toujours plus loin dans la digitalisation. Alors même si le Covid, on l'a dit, a aidé peut-être à cette appréhension, mais il y a des tips and tricks, des petites recettes à partager. Comment faire? Je laisserai peut-être Muriel répondre aussi à cette question. Au niveau du groupe Crédit Agricole, les 150 000 personnes que l'on a sont en règle générale suffisamment à l'aise avec ces outils. Je ne dis pas qu'ils le sont au top, mais ils le sont suffisamment. En plus, on a une moyenne d'âge qui est relativement basse. On embauche énormément de gens. Le Crédit Agricole, c'est le premier employeur privé en France, avec un nombre du coup d'embauches tous les ans qui est assez important. Et donc, on a forcément des jeunes qui arrivent et qui sont natifs avec ce genre de choses. Donc, c'est pas un véritable sujet. Évidemment, il y a des formations, il y a de l'accompagnement, mais on n'a pas. C'est plus dans un groupe. On n'a pas d'électronique. Plus Muriel avec la diversité pas si des Muriel métiers. En a, mais en tout cas au Crédit Agricole, je ne peux pas dire qu'on a des gens qui sont complètement handicapés de ça. On a sauté le pas quand on leur a mis les outils dans les mains. Et le grand moment pour nous a été le moment où on a mis ce qu'on appelle des factéos, c'est-à-dire des smartphones, à nos facteurs et à nos chargés de clientèle, à nos guichetiers. C'était un saut dans le vide parce qu'en fait, on n'avait aucune idée de la manière dont on allait solvabiliser ça. On parle d'un parc de 92 000. Donc c'est pas un petit parc. Non. Et c'est un ticket à 150-180 millions d'euros à ce moment-là. Et on décide de le faire sans effectivement avoir le ROI. On ne sait pas. Voilà. Mais on se dit, on verra. On leur met ça entre les mains. En fait, on est gagnant sur énormément de points. Le premier, c'est qu'on n'avait pas du tout imaginé, mais en faisant ça, on leur dit qu'on croit en eux et on les projette dans le monde de demain. Et ça a été majeur. Comme le truc de « je ne suis pas has-been », quoi. Je suis pas... Mais vraiment, vraiment. Ça a été très fort. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, on a pu derrière poser des offres nouvelles que jamais on n'aurait pu poser s'ils n'avaient pas été connectés dans une logique d'humain augmenté, comme vous le disiez tous les deux. C'est-à-dire que veiller sur mes parents, qui est par exemple la visite du facteur sans qu'il ait rien à donner, rien à livrer. Veiller sur mes parents, il n'a pas de lettre, il n'a pas de courrier, il n'a pas de colis, il a rien. Il vient parce que il a, comme dans son roadmap, le fait qu'il faut qu'il vienne. Veiller sur mes parents, si vous n'avez pas un facteur connecté capable de dire c'est bon, j'ai vu votre maman ou j'ai vu votre papa, tout va bien, ça ne va pas le faire. Si vous envoyez une lettre, ça ne va pas marcher. Donc c'est toute une solvabilisation tout à coup comme ça qui a été un vrai pari dans l'avenir, en disant on va installer cette infrastructure humaine connectée. Et derrière, ce que tu dis, c'est qu'au début, vous n'aviez pas encore le BP de comment rien. rentabiliser. Non, vous avez dit, on le donne et on va bien trouver l'idée. Et ce qui a été un peu, pas la killer app, mais l'idée assez top, ça a été de dire, parce qu'on était sur les terminaux durcis, la techno, etc., avec un sujet de renouvellement, et on s'est dit, on va en faire leur téléphone. On leur le met entre les mains. C'est des téléphones qu'on peut trouver partout sur le marché, et ils vont pouvoir l'utiliser à titre perso. Ce qui derrière a fait des rendements, évidemment des turnovers très faibles et une vraie appétence, y compris entre eux, à développer des petits trucs et à s'approprier les solutions. Et aujourd'hui, mais c'est devenu très très banal. Jean-Paul, une question. Parce que l'histoire de la Poste est quand même assez fascinante. Je vous engage à regarder le nombre de use cases dont on parle, parce que là, tu en évoques un ou deux, mais sur les 20 dernières années, tous ces nouveaux métiers, en même temps, ils avaient faim. Ils allaient tout perdre, entre guillemets, sur leur métier. Est-ce que des groupes bancaires comme les vôtres, Hélène et Jean-Paul, qui n'avaient pas encore faim, a priori, pas de la même manière en tout cas, est-ce que ces nouvelles technologies vous engagent aussi à aller sur des territoires qui ne sont pas du tout ceux natifs? Là, tu parles de choses qui n'étaient absolument pas dans vos territoires de métiers habituels. Est-ce qu'il y a des exemples déjà les facteurs quand même, pardon, excuse-moi Laurent. Les facteurs quand même, c'est une chose très importante. Quand on leur a dit aller chez les gens pour du lien social, c'était pas une transfo. C'est-à-dire que pour eux, c'était de toute façon quelque chose qu'ils faisaient nativement. En revanche, les équiper pour qu'ils puissent ramener de l'information était quelque chose de totalement nouveau dans les deux mondes. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Muriel tout à l'heure, sur le changement presque de métier qui a été opéré à cause, grâce au digital, mais aussi par l'obligation de bouger. Il y a
un point qui était intéressant, mais sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est pas un libraire Amazon. C'est plus un libraire. C'est une plateforme. Ça veut dire quoi, c'est une plateforme? Et c'est là où il y a un sujet que je voudrais vous faire toucher du doigt. Toutes les néobanques ou toutes les applications cherchent à avoir le maximum de clients pour être capables derrière de leur vendre autre chose. Et partant du principe que la relation de confiance que ces sociétés établissent avec les clients leur permettent d'augmenter la lifetime value, comme on dit. Vous n'avez jamais entendu dire que le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole ou la Poste sont évalués par rapport à la lifetime value de leurs clients ou par rapport au taux de churn. Et pourtant, la relation que l'on a avec les clients, elle est infiniment plus forte que certaines de ces plateformes. Moi, je suis convaincu que des banques de détail sont des plateformes. Il faut prendre conscience que nous avons une capacité à vendre des offres qui sont bien plus larges que ce que l'on fait aujourd'hui, à la condition de s'allier avec des spécialistes qui peuvent nous apporter des services autres. Plutôt que de vouloir systématiquement tout faire, ce qui est le principe même des groupes que l'on représente avec Hélène, demain, c'est de dire je vais me concentrer sur la relation client, je vais avoir des applications et je peux, autour de ces applications, être capable d'avoir des offres qui sont des offres complètes. Mais on ne va pas les faire tout seul. Je vous prends une illustration de mon propos, ce qu'on appelle tous le bien vieillir à domicile. Ça démarre par des crédits pour améliorer le logement de la personne âgée, ça passe par de la télécommunication qu'on peut faire avec une telco, ça passe par des objets connectés, parce qu'avant la visite du facteur, si le domicile n'a pas connu d'utilisation d'eau pendant 5 heures, on sait qu'il y a un problème avec la personne qui vit dans le logement. Ça peut être derrière de la télésurveillance, etc., etc. Ça peut être des services de proximité par des associations. Bref, seuls des établissements très fortement implantés sur les territoires ont la légitimité pour offrir ça à leurs clients, mais ils sont incapables de les faire tout seuls. Donc on doit être véritablement dans cette logique de plateforme demain. C'est une démultiplication de l'exemple que tu viens de citer, puisque la télésurveillance, les banquiers sont les premiers distributeurs de télésurveillance, mais c'est une démultiplication sur toute une gamme de services en fait. Oui, mais c'est surtout la logique de dire j'intègre complètement une offre qui devient une offre, encore une fois, qui est... C'est pas juste je vends un produit supplémentaire comme la télésurveillance. On télésurveille nos agences, donc on était capable de faire ça. C'est juste un produit de plus. Ça, c'est de la diversification d'il y a 10 ou 20 ans. La logique, c'est de dire je construis des offres globales que je suis capable de vendre en m'appuyant sur des prestataires extérieurs, parce que de toute façon, je ne peux pas les faire tout seul. Et pour ça, tu t'appuies sur une myriade de nouveaux prestataires, y compris des startups qui commencent dans lesquelles tu investis ou pas, des grands groupes comme des petits groupes, français comme étrangers. Enfin, il y a des... Absolument, c'est exactement ça la logique. C'est-à-dire ouvert à tout tant que ça peut rendre le service au client final. Et Tant que je suis dans mon territoire de légitimité, tant que le client comprend pourquoi je vends ou je lui propose ces produits-là, moi je considère que la banque, son rôle, c'est de sécuriser le présent, de préparer l'avenir, c'est d'aider les gens à mieux consommer. Voilà, ça c'est le rôle de la banque. Tout ce qui ne rentre pas dans cette définition, vendre des téléphones portables, c'est pas mon job. Vendre des voitures, c'est pas mon job. Je suis pas légitime pour faire ça. Mais tout le reste, et mon exemple du bien vieillir à domicile, il y en a plein d'autres, sur le logement, il y en a plein d'autres. Je suis légitime pour le faire, mais j'ai pas forcément la capacité à moi de me concentrer sur cette logique de plateforme. Et pardon d'aller jusqu'au bout, là tu viens de nous donner l'exemple sur la plateformisation et on pense effectivement plus à du digital, mais est-ce que ça pourrait être aussi une source de diversification des agences pour utiliser différemment votre réseau d'agences Oui, mais c'est principalement ça tourne autour d'une application. Donc ce sont des services qu'on doit pouvoir retrouver sur une application, et c'est l'application qui fait la relation aussi avec le client. Hélène, tu voulais réagir sur... Je partage vraiment tout à fait cette vision-là et cette notion de tiers de confiance. Donc tiers de confiance et besoin aussi de sécurité. Il y a un sujet dont on n'a pas tellement parlé, c'est le sujet de la donnée, qui est évidemment un sujet absolument clé. Et les acteurs bancaires ont beaucoup de données. Et le client, il attend de la sécurité. Et la banque reste un acteur qui est considéré comme permettant de gérer de manière sécuritaire, ou en tout cas de manière sécurisée, l'ensemble des données. Donc une fois qu'on a la donnée, la confiance, effectivement derrière, on a énormément de choses à pouvoir développer avec nos clients et avec d'autres. Restons sur la donnée 2 minutes, parce que d'ailleurs tu l'as cité aussi tout à l'heure, Muriel. Est-ce qu'à une époque, peut-être, les banques n'avaient pas une relation peut-être un peu trop rigoriste avec la donnée? C'est Fort Knox, on n'y touche pas. Et pendant ce temps-là, d'autres nouveaux acteurs ont construit des business models aussi dans la finance et où la donnée joue,
À l'inverse, par exemple, on voit la semaine dernière Apple qui achète une boîte d'open banking. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez vos propres acteurs de l'open banking en intérieur, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive à une étape de maturation où les banques sont, tout en étant toujours très sérieuses et très sécurisées sur le sujet de la donnée, l'intègrent plus facilement dans des nouvelles plateformes d'offres, etc. Enfin, la logique de plateformisation que j'ai évoquée ne peut pas se faire sans la data. Tout simplement parce que, encore une fois, l'intégration de tous ces partenaires autour de nous se fait avec l'utilisation de la data. C'est le principe de toutes les plateformes. La banque est un secteur qui a été disrupté, pardon du mot, par des réglementations qui nous ont obligés à ouvrir ce qu'on appelle le coffre-fort, mais à ouvrir les datas et à les donner gratuitement à l'ensemble d'un écosystème innovant qui nous a obligés à bouger. La DSP2, pour ceux qui connaissent ça, ça signifie qu'on a été obligé de nous ouvrir. Mais c'est comme si d'autres sociétés dans d'autres secteurs d'activité étaient obligées de dire toutes les données, y compris celles que je calcule, je dois les rendre à des concurrents potentiels. Ben, ça nous a obligés à bouger. Et aujourd'hui, tu as raison, on était très réticents à utiliser de la donnée, même si ça fait des décennies qu'on fait ça. Mais on le faisait sur des choses hyper basiques. Il y avait une forte remise sur un compte courant d'un client, on utilisait la donnée pour appeler le client en lui demandant ce qu'il voulait faire de son argent. Niveau 1. Voilà, ça on l'a déjà fait depuis, on le fait. Et ça, c'est du niveau basique. Et c'est pas du crunch comme on l'imagine aujourd'hui pour être capable d'être beaucoup plus pertinent au bon moment. Mais ça, on le fait depuis des décennies. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on soit beaucoup plus efficace dans l'utilisation de la data. Pardon, mais comme ça fait à peine quelques années que tu es au Crédit Agricole, comment tu interprètes le fait que finalement on ait libéralisé les données des banques qui étaient les plus secrètes et les plus fermées, donc comme tu le dis, il a fallu ouvrir et gratuitement. Et par contre, si tu veux toi avoir les données d'Amazon, tu peux pas, ou avoir les données de plein d'autres acteurs de l'économie que tu aimerais avoir, parce que tes données de paiement c'est sympa, mais c'est mieux quand tu sais ce qu'ils ont acheté dans le magasin. T'as pas accès. Non, mais l'ouverture des paiements avec des nouveaux services, avec un paiement qui devient en proximité similaire à celui que j'ai sur des sites de e-commerce, fait que de plus en plus, l'acheteur, y compris en magasin, va être identifié et donc je vais pouvoir récupérer une très grande partie de l'information de paiement. Et ça sera des informations supplémentaires. Et couplé avec les informations qu'on a sur le client, ça sera beaucoup plus riche que ce que peut avoir Amazon. Donc chacun va essayer de savoir la chose la plus riche. Oui, et puis encore une fois, c'est dans des boîtes très installées, on utilise la technologie pour améliorer le système existant. D'autres nous montrent qu'on doit faire l'inverse et de se dire en quoi la technologie me permet de disrupter mon propre modèle. Et la data est un exemple. Jusqu'à présent utilisée de façon hyper traditionnelle, il faut qu'on l'utilise de façon beaucoup plus innovante. Je vais te laisser le micro une minute puisque tu parlais des SP2, il y a quand même le paiement qui a quand même énormément évolué. Ici, à l'Axel, on a beaucoup d'acteurs du paiement et on le sait finalement depuis l'arrivée de PayPal en 98, ça a été le premier temps fort de digitalisation de tous nos services. Est-ce que si on va un cran plus loin dans le paiement, il y a eu des actualités sur le scheme européen et quand on parle de digital, on parle aussi beaucoup de souveraineté en ce moment. Et alors l'actualité malheureusement européenne nous fait encore plus parler de souveraineté sur plein de sujets, de l'énergie évidemment au cœur des sujets, mais bien sûr aussi sur le numérique. Comment tu expliques que finalement, alors que c'est vraiment un sujet clé pour tout le monde, on n'y arrive pas vraiment à avoir une espèce de souveraineté européenne sur les paiements? Je l'explique parce que les positions de départ ne sont pas du tout les mêmes entre les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. On n'a pas du tout la même position, la même organisation des paiements sur notre territoire national. Parce que les usages des paiements ne sont pas du tout les mêmes. La France est un pays de chèques. Je ne sais pas si vous savez, il y a 1,4 milliard de chèques émis chaque année. C'est moins qu'avant. Dont 1,2 milliard en France. Oui, non, mais en France, on baisse un petit peu. Oui, on baisse, mais on est le seul pays quasiment européen à faire du chèque. On a beaucoup de cartes. D'autres pays sont sur des paiements de facture. Donc les positions de départ n'ont rien à voir. La vision n'est pas la même non plus. C'est-à-dire de dire à quoi peut servir un scheme carte comme celui que l'on a en France avec le GIE carte bancaire. Les autres pays ne l'ont pas compris de la même façon. Donc les positions de départ, les frais qui sont pris ne sont pas du tout les mêmes. Donc dans certains pays, ça a augmenté. Si on mettait en place le scheme européen, ça a augmenté les prix pour les commerçants. Les visions ne sont pas du tout les mêmes. Les usages, les instruments de paiement ne sont pas les mêmes.
Le résultat, c'est qu'à la fin, on a un petit peu de mal à se mettre d'accord. C'est un euphémisme. Mais tu sais quoi, parce que tout à l'heure, tu as évoqué un point, et quand même, le GIE Carte Bancaire est un membre éminent de l'Axel. Une minute pour expliquer ce que c'est, ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis sûr que vous ne savez pas trop ce que c'est. Alors, c'est quelque chose qui a été créé par la communauté interbancaire française en 1984, pour être précis, et qui fait que toutes les opérations cartes entre un commerçant et un porteur de carte en France sont opérées sans passer par Visa ou Mastercard. Voilà. Et ça aboutit à ce que les commissions qui sont prises sont à peu près 10 fois inférieures à celles que Visa et Mastercard prennent. Donc on pourrait très bien imaginer pour des gens qui ne voyagent jamais, j'exagère, qu'on n'ait que des cartes CB. À une époque, il n'y avait que des cartes CB qui n'étaient pas co-brandées avec Visa ou Mastercard. C'est grosso modo, voilà, je suis très schématique pour simplifier, c'est ça. Beaucoup étaient au courant, mais quand même, ça permet de remettre. C'est pas juste ni un logo, ni un standard, ni un problème de sécurité. C'est véritablement un vrai concurrent de Visa et de Mastercard en France, sur le territoire français. Oh, puis peut-être, puisque tu parles de marketing, à force de passer à la télé, si tu pouvais leur dire que carte bleue, on n'utilise pas ce terme-là, ce serait sympa. Ça se fait toujours marrer. Merci pour ça. Tu voulais peut-être réagir sur les points qu'on avait évoqués avant Moi, je me demandais, Jean-Paul, sur cette question de data et de franchissement des lignes qui ont pu être posées, est-ce que la question de l'empowerment des gens, c'est-à-dire la capacité à les éclairer sur ce que l'on va faire avec leurs données, ou à leur demander un certain nombre d'autorisations, est-ce que ce n'est pas aussi un des éléments que les banques et les assureurs sont en capacité d'installer du fait de cette relation de confiance qu'ils ont. Je te rappelle que l'Observatoire de l'Axel a positionné, comme dans les précédentes versions d'ailleurs, l'univers banque et assurance très haut dans la confiance que les Français leur accordent en matière digitale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans cette idée du pouvoir au client final à positionner ou à pousser encore plus loin dans une forme de transparence et une forme d'éducation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'empowerment en tout cas, sur leurs données? Le regard que portent les consommateurs de banque à l'usage qui est fait de leurs données est très variable selon l'âge et selon les pays en Europe. C'est très très différent. Il y a de très nombreux jeunes en particulier qui sont prêts à avoir du cashback quand ils utilisent leur carte bancaire pour avoir des paiements. Et donc de dire, moi j'ai aucun problème à ce que vous utilisiez mes données de paiement si ça me permet d'avoir des réductions derrière. Du moment que ça peut servir dans l'intérêt du client, il y a une partie de la clientèle qui est intéressée par ça. D'autres qui sont au contraire très réticents à ce qu'on utilise, même dans l'usage que pourrait en faire la banque pour ses propres besoins, en termes de risque ou en termes de vente croisée. Donc c'est assez variable. La France, de ce côté-là, est plutôt en retard. Pardon, je sais pas, l'expression c'est pas en retard, mais il y a plus de réticence à utiliser la data, c'est bien notre culture, notre histoire, que dans d'autres pays. Mais après tout, comme je suis plus ou moins averse au risque quand on cherche à faire mon profil, au sens de quel produit me placer, et j'ai une cotation de plutôt riscophile ou plutôt riscophobe sur mes placements, on pourrait imaginer des profils de plutôt open à l'idée d'utiliser, de confier leurs données pour d'autres usages, ou au contraire totalement fermés. Je ne voudrais pas monopoliser la parole et au contraire la passer à Hélène, parce que moi je prends souvent des exemples dans l'usage qui est fait des startups par Arkea. On parlait juste à l'instant de l'ancien dirigeant, donc le prédécesseur d'Hélène, et il y a plein de choses qui ont été faites. Et voilà, je laisse la parole à Hélène. Après, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, tout l'enjeu, c'est d'avoir un usage responsable de la donnée et de laisser le choix au client et que le client accepte de transmettre ses données et d'avoir conscience que c'est en fait un patrimoine. La donnée, c'est un patrimoine numérique. Donc à partir du moment où le client donne son accord, ensuite on peut faire plein de choses avec la donnée, soit mieux cibler
en faisant des offres marketing plus adaptées, plus personnalisées. Et le client, il attend ça aussi, en fait, d'avoir des offres personnalisées. Donc ça nous sert à ça. Mais ça nous sert également à mieux identifier le risque. Ça nous sert évidemment dans l'ensemble de nos actions. Et le client, à partir du moment où il a compris que c'était dans son intérêt, et que premièrement, et que deux, on ne ferait pas n'importe quoi de sa donnée, et que trois, on lui demanderait l'autorisation avant de l'utiliser, voilà, on fait évidemment énormément de choses. Et je pense que dans la technologie, c'est clairement un des sujets d'avenir et un des enjeux très très forts qui va faire évoluer aussi nos métiers et la manière de les pratiquer. Alors comme moi je suis un modérateur augmenté par la technologie, je reçois des messages qui me disent « tu es très en retard, il faut qu'on mange, quand est-ce qu'on boit ?» et donc voilà. Donc visiblement il y en a qui ont faim. Donc j'avais encore des questions sur l'impact, sur la cybersécurité, sur la RSE. On ne va pas les faire. Et vous aurez l'occasion sans doute d'échanger pendant le dîner. Je vais juste donner le mot de la fin à Muriel quand même, parce qu'il y a un sujet, moi, qui m'est cher. J'ai proposé il y a quelques années à Muriel de devenir vice-présidente. Et une question, elle m'a dit, mais pourquoi? Moi, je m'occupe alors, c'est pas RSE, tu m'as dit, hein, c'est engagement sociétal. J'étais surprise d'avoir vu RSE. Et justement, parce que je trouvais que c'était important dans un monde où, je reviens toujours sur cet exemple, mais ça me fascine à quel point on est addicted à ces messages qui arrivent toutes les secondes et demie sur nos téléphones et où tout doit aller très vite et il faut leur avoir rendu notre copie pour hier matin, on n'a pas commencé, il faut déjà finir. Je voulais aussi voir comment on pouvait s'inscrire dans le temps long, parce que moi je pense que tout ce qu'on fait, ça fait à peu près 12 ans honnêtement que je pose quasiment les mêmes questions et que les réponses évoluent évidemment, mais doucement. Et je pense que ça mettra encore du temps. Alors il y a quand même quelques-uns des fois qui vont très vite, tant mieux, mais une société ça ne change pas tout de suite. Et j'aurais voulu que tu termines peut-être en nous expliquant comment, en étant venu du numérique avec Docapod, etc., et maintenant à l'engagement sociétal, comment tu arrives, et tu as 2 minutes pour faire ça, à allier le temps long et le temps court, voire ultra court du digital. Ça, c'est une copie pour Sciences Po. Au fond, je crois que la question, elle est encore plus... Enfin, il y a une révolution on parle de transition numérique, on parle de transition écologique, on parle de transition démographique. Moi, je crois qu'il y a une transition qui est très, très puissante et qui est à l'œuvre et qui pousse. C'est, pardon du mot qui n'est pas bon, mais c'est celle du sens. Moi, c'est ce qui me rend extrêmement optimiste sur les générations qui viennent et qui nous prend aux tripes parce qu'en fait, ils sont debout et ils nous disent à quoi ça sert ce que tu fais, c'est quoi le sens que tu donnes à ce que tu fais et comment tu t'inscris effectivement dans demain. Qu'est-ce que tu fais sur cette responsabilité qui est plus large que les limites traditionnelles de l'entreprise. Et au fond, c'est ça, le fil, je trouve, de ce que en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce que je vis aujourd'hui, c'est le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Je crois vraiment, ça peut être un peu naïf, mais que aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, qui ne sait pas répondre à cette question-là, n'est pas en capacité de recruter et de fidéliser les meilleurs talents, les meilleurs clients, les meilleurs financeurs, les meilleurs partenaires avec lesquels elle peut inventer et innover. Ou elle disparaîtra, ou elle deviendra sous-traitante de ceux qui auront articulé ce sens. Et c'est ça le temps dans lequel, ce temps un peu long, c'est celui du sens que l'on donne, pour le pourquoi on se lève le matin, et quelle réponse on est capable de donner à un môme qui sort de l'école et qui se tient debout devant nous et qui nous pose cette question-là. Et c'est ça qui nous inscrit dans demain et qui fait qu'on est debout. Merci, tu as tenu en 2 minutes. Un grand merci à tous les trois. Vous pouvez les applaudir. Vous pourrez continuer la conversation autour de la révolution, de l'inclusion, de la transformation et du temps long autour d'un verre, d'un manger, tout ce que vous voulez, parce que je crois que vous restez toute la soirée, donc n'hésitez pas. Et avant d'entrer entre vous, je vais juste vous demander une dernière chose, 1 minute de patience. Je vais demander aux membres du board qui m'ont écrit tous les messages qu'il fallait aller manger là, de monter sur scène, et je vais très rapidement, juste comme ça, vous identifier un peu, parce qu'une association, c'est vous qui les avez élus. Donc rapidement, et surtout qu'on a fait l'élection digitale avec un petit bulletin, c'était casse-pied. Donc les membres du board avec moi autour de nos invités, et je vais essayer de vous les... Vous allez lever la main quand je vais dire vos... Ah, ça fait plein de monde. En plus, on pourra faire une photo, on ne le fait pas souvent. Donc, Juliette Schöbel, Sophie, Crédit Mutuel Arkea, Nathalie,
Cardiff. Vincent, MBA, comment tu en dis déjà MBA, le nom EFAP, voilà. Bon, on a entendu Muriel pendant tout le temps, donc voilà, Muriel, groupe La Poste. Philippe, Valtus. Gilles Marchand de chez Worldline. Isabelle Colibri Talent, c'est ça? Je ne me trompe pas. Tu n'es pas au bord, mais tu es fabuleuse, Hélène. Nadia Filali de la Caisse des dépôts. Donc ceux qui veulent parler de blockchain ce soir, one place to be. Pour tous ceux qui ont des questions juridiques, notre avocat du board, Eric Barbry, cabinet Racine. Bernard-Louis Roch, Truffle Capital. Pourquoi tu te caches? Donc on a parlé beaucoup de souveraineté numérique, on a des amis chez Google aussi. Donc Cyril, qui est membre du board, parce qu'on me demande est-ce qu'on est une association que française? On est une association avec des gens qui travaillent en France. Et on ne fait pas d'ostracisme, mais on travaille avec, des fois on se dispute, mais on travaille avec, on essaie de comprendre chacun. Jérémy, qui nous a rejoint récemment, donc c'est Discount, un petit libraire aussi, mais vers Bordeaux. CD. CD, DVD au début. CD, DVD, voilà, bah, c'est pas très loin finalement. Frédéric Burtz qui se cache, donc grand Manitou de la data, du digital et de plein de choses chez BPCE. Loïs, donc on dit pas carte bleue, on est d'accord, hein. Voilà, carte bancaire. Laetitia du groupe Orange. Damien Guermont-Pré, donc plein de choses, mais dont Lemonway. Voilà, donc on a des start-upers tout jeunes qui viennent nous sortir de l'école. Et Lionel, trésorier, et néanmoins fondateur de Famoco. Tu parlais de terminaux durcis tout à l'heure et de plein de choses. Et donc on est une association très internationale puisque notre trésorier vit à Houston. Donc voilà, merci à tous et maintenant on va manger.